Le football en streaming explose en France au grand dam des chaînes payantes qui achètent à coût de centaines de millions d'euros ces compétitions sportives. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences car il déstabilise toute l'économie du sport, allant même jusqu'à impacter le financement de la création audiovisuelle. Alors avant d'en parler avec mes invités, on voit tout de suite les explications de Louis Duménil. En quelques clics, le mal est fait. Des dizaines de liens à portée de main pour regarder les matchs de son club préféré en direct et en streaming. Une forme de piratage et un problème pour la Ligue de football professionnel qui dresse un bilan alarmant. Sur nos matchs de Ligue 1, il y a en moyenne 250 liens illicites par match, ça c'est la moyenne. Et pour le top 5 de nos matchs, la saison dernière, 1700 flux pirates enregistrés, dont 12% via Facebook. Des chiffres qui cachent un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros pour les chaînes et pour la Ligue. Parmi les solutions proposées, lutter avec les fournisseurs d'accès à Internet. En Angleterre, une ordonnance a pu stopper l'activité d'une des plus grandes plateformes de streaming grâce à cette collaboration. Grâce aux informations données par les fournisseurs d'accès, on a pu démontrer que le trafic sur ces serveurs était quasi nul jusqu'à à peu près 5 minutes du début des matchs. Ensuite, augmentait de manière exponentielle au moment du coup d'envoi et à la fin du match, redescendait. Donc on a pu démontrer en fait que ces serveurs étaient quasiment uniquement dédiés au piratage de nos matchs. Et c'est ça qui a convaincu le juge de nous donner cette ordonnance de blocage. Mais contrairement aux Britanniques, les chaînes télévisées françaises et les fournisseurs d'accès font rarement partie du même groupe, limitant ainsi leur coopération. Autre problème, la diversité des offres. Pour regarder la Ligue 1 et la Ligue des Champions, il faut être abonné à 3 chaînes différentes dont le prix varie entre 15 et 20 euros par mois. Un seul pack rassemble les 3 offres, uniquement réservées aux clients SFR. Les fraudeurs, entre guillemets, ou les pirates vont toujours plus vite. Donc je suis relativement sceptique quant à l'efficacité à terme de la lutte contre le piratage. Moi je pense qu'il faut être un tout petit peu plus raisonnable dans le coût de la diffusion des sports en général et du football en particulier. Le recours au streaming pour regarder les compétitions sportives, une pratique de plus en plus fréquente, à contre-courant au regard des chiffres sur le piratage de l'audiovisuel en baisse. En 2018, 2 millions de personnes par mois l'utilisent en moyenne. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Michel Savin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de l'Isère. Également sur ce plateau, Jean-Jacques Lozach, bonsoir, sénateur socialiste de la Creuse. J'accueille également Pierre Lelong, vous êtes directeur des acquisitions en sport au sein de Canal+. Merci d'être avec nous. Et Pierre Rondeau, bonsoir, vous êtes économiste du sport, vous êtes également professeur à la Sports Management School. Bienvenue à vous. Première question d'ailleurs sur cette explosion de ce visionnage par streaming. C'est un phénomène nouveau et qui prend de l'ampleur en France. C'est un phénomène nouveau, oui et non. Ça fait depuis justement l'essor d'Internet et du Web 2.0 que les sites de streaming illégaux se mettent en place. Ça s'est accéléré finalement au moment de l'ouverture à la concurrence des droits TV. Il y avait initialement Canal+, qui avait les pleins pouvoirs à ce niveau-là. Donc, pour le consommateur et pour sa consommation personnelle, il n'y avait pas un apport, un investissement supplémentaire à mettre en place. Mais dès lors qu'on avait arrivé de la concurrence, beIN Sport, RMC Sport, Eurosport, des chaînes payantes à chaque fois, le panier du consommateur a forcément augmenté. En tout cas, le coût d'investissement pour le consommateur a augmenté. Et il s'est tourné, je dirais, vers justement le streaming illégal. Enfin, en tout cas, tourné, on parle de 200 à 300 000 personnes sur un match qui doit faire 1 500 000 d'audience en moyenne. 200 à 300 000 personnes qui utiliseraient, ça met entre guillemets au conditionnel, qui utiliseraient des sites de streaming illégaux. Ça reste très important, j'imagine, pour le diffuseur officiel. Il y a des coûts qui sont importants. Ça revient par mois, Pierre Rondeau, 1 million d'internautes, ça représente 10 à 20% des audiences. Vous confirmez ce chiffre? On parle d'1,5 million d'internautes qui régulièrement ont recours à l'Internet pour aller chercher des contenus sportifs tous les mois. Est-ce que vous l'aviez anticipé, ce phénomène justement de piratage, de visionnage anticipé, je ne sais pas, je voulais juste revenir sur la notion de concurrence. Effectivement, avant beIN que vous mentionniez, il y a eu Orange, il y a eu TPS, donc l'univers de concurrence pour Canal+ a toujours existé. Avec le rajout des droits TV de Première Ligue, de Liga, de Serie A, de Bundesliga, qui se sont développés et démocratisés en France, donc qui ont donné envie, je dirais, aux consommateurs d'aller voir plus loin que la Ligue 1. Oui, c'est plus, à la limite, les réseaux qui ont permis l'accès à cette forme de piratage que la concurrence, à mon sens. Mais...
Jean-Jacques Lozach, quand on demande justement aux personnes qui visionnent ces matchs de manière illégale, pourquoi ils le font, eh bien, la réponse c'est gratuit, c'est très facile aussi de faire ça, il n'y a aucune sanction. C'est justement très, très facile, comme vous le dites, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument, je dirais collectivement, comment trouver les bonnes solutions sur le plan technique, sur le plan politique, législatif, juridique, etc. Comment lutter contre ce piratage, parce que ça fait partie de ce que j'appelle souvent les avatars du sport. Donc il faut lutter contre ces avatars, contre le dopage, contre la corruption dans le sport, etc. On est sur le même domaine, qui est le domaine de l'éthique sportive. Donc il faut voir effectivement comment lutter efficacement. Nous, les législateurs, on a peut-être été un peu naïfs avec cette loi de mars 2017, la loi dite Braillard, parce qu'il y a un article concernant cette lutte contre les piratages, mais c'était un article d'incitation et non pas un article d'obligation. C'est-à-dire qu'on voulait absolument mettre autour de la table tous les acteurs concernés pour que collectivement ils se mettent à lutter contre ces piratages. C'était vrai d'ailleurs pour les fédérations sportives, pour les organisateurs d'événements sportifs, pour les chaînes, pour les plateformes du numérique, etc. Et on constate 2 ans plus tard que le résultat est bien mince. Michel Savin, le Sénat s'empare de ce sujet. Quelles sont les pistes qui sont justement sur la table pour lutter contre ce phénomène ? Jean-Jacques Lozach vient de l'évoquer. Le dernier texte que nous avons débattu et voté au Sénat inciter l'ensemble des partenaires à se mettre autour de la table. Aujourd'hui, il y a un partenaire qui est absent, c'est les fournisseurs d'accès. Donc, et c'est vrai que le texte qui avait été voté incitait l'ensemble des partenaires à dialoguer et à essayer d'avancer. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan de ces mois qui sont passés, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit passer à un cran supérieur ? Est-ce qu'on doit aller sur la contrainte en vis-à-vis des fournisseurs, parce que la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on doit aujourd'hui, est-ce qu'Internet peut tout se permettre ? Aujourd'hui, c'est quand même un vol manifeste qui se passe au niveau du piratage de ces matchs, de ces compétitions sportives, et que ça remet en cause toute l'économie du sport professionnel, mais aussi amateur, parce que la taxe Buffet, effectivement, la Ligue reverse aussi une partie des sommes qui sont perçues lors des droits TV pour le sport amateur. Donc c'est bien un problème général, même sur la production de films de cinéma. On sait aussi que Canal, avec comme d'autres qui financent le sport, ça permet aussi donc à l'économie du cinéma de pouvoir financer des productions de films. Donc on voit bien que c'est un problème urgent. D'autres pays ont trouvé des solutions. C'était l'objet aussi de la table ronde qui s'est déroulée la semaine passée pour mettre autour de la table des partenaires étrangers, portugais et anglais, qui ont, eux, mis en place des différentes solutions, parce qu'on est sur un phénomène aussi réactif de rapidité. Un match de foot, ça dure 90 minutes, et il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir réagir rapidement et pas attendre une décision de justice qui viendrait quelques jours après l'événement. Il n'y aura plus aucune valeur. Il y a une vraie instantanéité. Et donc aujourd'hui, comme vous le rappeliez, le cadre législatif n'est pas adapté. Les diffuseurs, les ayants droit ont cherché à se fédérer au sein d'une association qui s'appelle l'APS, l'Association pour la protection des programmes sportifs, qui a été créée en 2017, qui a cherché à avoir, avec un certain nombre d'acteurs, vous parliez des FAI, mais il y en a d'autres, un discours et une discussion pour aboutir à un accord interprofessionnel. Il s'avère que 2 ans plus tard, on se rend compte que ça n'aboutit pas. Et donc, il est nécessaire d'adapter le cadre législatif en France pour aboutir à des solutions comme on les développe en Angleterre ou au Portugal, qui permettent de réagir à l'instant T. Et c'est le problème du piratage live aujourd'hui, c'est l'instantanéité. Parce qu'on voit le faible impact aussi de la Hadopi, Pierre Rondeau, sur les sanctions, quand on regarde les chiffres. Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut prendre des mesures, ça c'est indéniable, au niveau de la répression, au niveau de la répression instantanée pendant le match et pendant la diffusion. Mais il y a un autre point que je voudrais soulever, c'est vrai, et vous l'avez dit, au niveau de l'économie du football et de son instabilité. Et les droits TV pèsent énormément sur les budgets des clubs. Je rappelle par exemple que des clubs de première division en France sont dépendants de 50 à 60% de ces droits TV. Et ces droits TV continuent, ne cessent d'augmenter. Après, on dit, c'est quoi ? C'est la poule ou l'œuf ? C'est parce que les abonnements coûtent cher que les gens vont s'abonner, vont en streaming illégal, ou inversement. C'est l'argument, on l'a entendu dans la bouche de votre collègue sénateur Olivier Paccaud. Que les prix augmentent ou inversement. Et ce qu'il faut aussi envisager, c'est l'économie du football à part entière. Est-ce que c'est intéressant ou c'est
c'est stable dans le temps, d'avoir une économie qui est basée essentiellement sur les droits TV de 50 à 60%. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, des clubs professionnels sont dépendants à 30% et ont d'autres moyens, d'autres sources de financement. Il faut aussi pouvoir considérer, au-delà de la simple question de la lutte contre le streaming illégal via les diffuseurs et via les chaînes de télévision, il faut aussi se poser la question de l'économie du football. Et ce que fait la Ligue pour soutenir les clubs autrement que par les droits TV. On avait justement Didier Quio, président de la LFP, qui mettait en avant le fait que oui, il y avait une perte monétaire du fait du streaming illégal. Et d'un autre côté, il met en avant le fait qu'il ait réussi à vendre pour la période 2020-2024 des droits à 1,153 milliard d'euros, donc qui est considérablement augmenté par rapport à la période actuelle à 748. Donc les gens se disent, je vais payer plus cher pour voir du football qui, lui, n'augmente pas de niveau. Donc l'intérêt, ça serait d'aller vers le streaming illégal. Donc il y a deux choses à prendre en considération, la lutte instantanée, la répression et la prévention, trouver des solutions pérennes et viables pour éviter que ces droits augmentent et que l'économie du football reste instable. Jean-Jacques Lozach, la régulation, elle doit avoir lieu à tous les niveaux, c'est ce que nous dit Pierre Rondeau. Oui, tout à fait. Et je crois que M. Rondeau a raison de faire ce lien qui est absolument évident entre l'arrivée massive de l'argent dans certains sports, dans certaines disciplines. Ce sont d'ailleurs les sports qui très souvent servent de support à ces retransmissions télé qui sont piratées, que ce soit le football, que ce soit le rugby, que ce soit le tennis, que ce soit également la Formule 1. Mais je voudrais rappeler que tout le monde est lésé dans cette affaire. Il y a l'économie des médias, il y a l'économie du sport, de l'ensemble du mouvement sportif. Parce que vous évoquez la Ligue de football professionnel, M. Quio estime à peu près 200 millions d'euros ce qui vient du football professionnel et qui ensuite irrigue l'ensemble du sport amateur. D'où l'intérêt d'ailleurs de la taxe Buffet qui crée cette solidarité justement entre le sport amateur et le sport professionnel. Alors maintenant sur le comment agir, effectivement en termes de support législatif, il y a, en tout cas c'est ce qu'on nous a annoncé, une future loi qui pourrait s'intituler Sport et Société. En tout cas c'était l'intitulé qui avait été donné par Laura Flessel. Je pense qu'il y aura un volet concernant le sport et les médias, mais il y a également l'annonce d'un projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel. Et peut-être que dans ce cadre-là, il sera proposé d'étendre les compétences de la Hadopi, qui pour l'instant ne peut intervenir que sur les produits culturels et non pas sur les produits sportifs. Oui. Michel Savin. Oui, mais je pense qu'il y a deux sujets à aborder. Il y a l'urgence par rapport au piratage des compétitions sportives, et puis après, le sujet que vous évoquez, mais qui est un sujet qui doit être débattu à l'échelle européenne. Bien sûr. On ne peut pas pénaliser ou avoir simplement une réflexion à l'échelle nationale et laisser les autres pays européens continuer à avoir une politique qui desservirait le sport français et l'économie du sport et des médias. Donc il y a l'urgence française, et Jean-Jacques Lozach a tout à fait raison, nous avons peut-être deux possibilités entre la loi sport et la loi audiovisuelle de pouvoir intégrer des dispositifs qui seront beaucoup plus rigoureux par rapport à ce piratage. Et puis d'un autre côté, après c'est les instances nationales et internationales qui doivent se mettre autour de la table pour se poser la vraie question. Est-ce qu'on peut encore continuer dans ce système-là? Jusqu'à quand? Sans mettre des limites. Mais ça, c'est à l'échelle européenne. Et ça mériterait vraiment un réel débat. Mais ça interroge aussi les autres sports. Nous le voyons régulièrement. D'autres compétitions sportives se plaignent aussi de ce système en disant l'argent des médias va essentiellement ou quasi essentiellement vers le foot et les autres sports sont un peu les parents pauvres. Pierre Lenon. Non, je crois que l'objectif, comme l'ont fait d'autres voisins européens, vous mentionniez effectivement le Portugal ou l'Angleterre, c'est d'appauvrir l'offre pirate. C'est vraiment l'objectif qu'il faut se fixer. Il faut que l'accès à ces sites de contenu en streaming soit le plus possible réduit et qu'à l'instant T où le match démarre, on coupe l'ensemble des accès à ces signaux. Est-ce que c'est par le biais d'accords avec les FAI, avec des hébergeurs? Il faut trouver la solution, mais elle est nécessaire parce que, effectivement, à court terme, c'est le problème des diffuseurs, mais à moyen terme, c'est le problème des clubs, des ligues et du sport français en général. Pierre Rondeau, ça c'est facile techniquement à faire, de tarir la source, parce qu'on parle du streaming en live, il y a aussi des petits boîtiers qui permettent pour parfois 10 € par mois d'avoir accès à toutes les chaînes en illimité. Des box comme ça, des box pirates qui existent pour justement avoir accès à ces chaînes de manière totalement illégale. Ça existe. Alors,
Je suis économiste, je ne suis pas technicien, donc je serais incapable de vous dire quelles seraient les solutions techniques pour lutter contre le streaming illégal. Par contre, il est évident, voilà, je reprends sur ce que vous disiez, sur le besoin de réforme à échelle européenne pour réguler le football et l'économie du football. Au-delà, justement, vous avez raison, de la lutte instantanée contre le streaming illégal, ça c'est indéniable. Il y a un point qui est très intéressant aussi à mettre en avant. On parle des médias, on parle des diffuseurs, mais aussi il faut mettre en avant l'objet qui est consommé. L'objet, en l'occurrence, essentiellement footballistique. Il y a aussi le rugby, la Formule 1 et d'autres sports, mais c'est à 99% footballistique. Et il faut se poser la question, pourquoi les gens décident, au-delà du prix, décident de regarder de manière illégale. Il y a un élément qui est pour moi essentiel, et d'ailleurs c'est d'actualité actuellement avec à l'Assemblée le vote, la loi anti-casseurs calquée sur la loi anti-hooligan, qui est discutée actuellement à l'Assemblée. Il y a une étude qui existe, qui a été réalisée par deux économistes, Luc Arondel et Richard Duhautois, qui met en avant que 80%, pour 80% des supporters et des fans de football, c'est l'ambiance dans un stade qui explique la venue au stade, ou en tout cas le visionnage d'un match. Donc, ce que moi je mets en avant, c'est qu'au-delà du streaming illégal, l'objet footballistique a un intérêt si aussi les acteurs, et notamment les acteurs supporters, sont mis en avant. Et les lois qui sont faites actuellement en France contre les hooligans et contre les supporters de foot, je pense notamment aux interdictions de déplacement des supporters, aux interdictions de stade, pour parfois des raisons totalement absurdes, qui sont prises de manière totalement injuste, encore une fois, puisque sans jugement, sont faites à l'encontre des consommateurs et à l'encontre des gens qui fréquentent ces terrains de Il y a une dimension effectivement très populaire sociale il faut que du l'objet football. soit rendu attractif et populaire. Et je voudrais vous entendre aussi, Jean-Jacques Lozach, sur cet aspect. Aujourd'hui, pour un fan de foot, il est obligé de s'abonner à Canal+, à RMC Sport, à beIN. Ça coûte cher au final. Est-ce qu'il faut aussi peut-être que les diffuseurs s'interrogent sur le coût des abonnements ? Oui, je crois qu'il y a effectivement une réflexion à mener. D'ailleurs, il y a des abonnements groupés maintenant pour justement ces passionnés de football qui doivent effectivement s'abonner pour regarder par exemple la Ligue 1 plus la Ligue 2 plus la Ligue des Champions. Il faut s'abonner à Canal+, il faut s'abonner à beIN Sport, il faut s'abonner à SFR. Donc ça fait 3 abonnements qui financièrement s'additionnent. Mais moi, je voudrais revenir sur une réflexion qui doit être menée également sur la nécessité d'assécher financièrement ces sites de live streaming. Parce que quelles sont leurs recettes ? Leurs recettes, c'est en particulier les abonnements. Bon, très bien. Sur ce plan-là, je pense d'ailleurs qu'il y aurait toute une campagne d'information à conduire en direction des supporters, des téléspectateurs, des abonnés, etc. Mais je pense également qu'il faut intervenir sur les recettes publicitaires. Parce que là, on a des entreprises qui sont tout à fait légales, qui ont pignon sur rue. On a donc des structures autorisées en quelque sorte qui alimentent financièrement des sites qui sont illégaux. Donc moi je suis convaincu que même en restant d'ailleurs dans le cadre de la législation actuelle, il y a la possibilité d'agir de façon plus dure en direction de ces recettes publicitaires. Pierre Lelong, qu'attendez-vous des parlementaires ? Vous parliez de ce cadre législatif qui n'est pas adapté aujourd'hui. C'est une réponse dans les meilleurs délais. Effectivement, les 2 véhicules qui ont été mentionnés, en particulier la prochaine loi sur l'audiovisuel, me semble effectivement être le bon type de véhicule pour apporter les réponses dont les diffuseurs ont besoin aujourd'hui. Parce que sinon, le financement du sport va en pâtir à horizon 2-3 saisons. Avec des conséquences, on parlait à la fois des clubs amateurs, du sport amateur, mais aussi de la création audiovisuelle. Ça a déjà impacté la production cinématographique au sein de Canal+, par exemple. Impacté non, mais vous le rappeliez effectivement, Canal, premier financeur du sport, est aussi le financeur du cinéma français aujourd'hui. Donc il est clair que tout ce qui impacte Canal impactera a fortiori ces 2 univers. Oui. Et sur l'aspect réflexion autour du prix des abonnements, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est en préparation ? Oui, alors vous comprendrez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit, puisque si vous regardez les différents championnats domestiques aujourd'hui et l'accès aux championnats domestiques dans les différents pays européens, la France se situe plutôt en bas de fourchette, voire équivalent avec l'Allemagne, mais bien en deçà de l'Italie ou de l'Espagne. Canal+ a fait beaucoup d'aménagements sur ses offres. Et je pense en particulier à l'offre jeune qu'on vient de lancer à 9,90. Donc l'accessibilité au contenu n'est pas tout à fait le sujet. Je crois qu'il y a effectivement une pédagogie à avoir vis-à-vis des internautes, peut-être des jeunes ou des moins jeunes, pour ne pas avoir recours à cette forme de consommation. Je crois que les offres aujourd'hui qui sont présentes sur le marché répondent tout à fait
à la consommation éventuelle qu'on peut en faire. Michel Savin. Moi, je pense que je reviens à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il faut qu'on ait une réflexion à l'échelle européenne. À titre personnel, je préférais que les sommes qui sont consacrées par les chaînes de télévision au foot puissent être réparties sur différentes disciplines sportives. Parce qu'aujourd'hui, qui mobilise la quasi-totalité des investissements faits par les chaînes de télévision, c'est le foot. Donc tant mieux pour eux, mais parce que c'est une course à celui qui va aller le plus loin. On le voit, à chaque appel d'offres, l'offre des télévisions augmente. Et ça pose question. Jusqu'où ça peut aller et tout un système peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc, il est vrai qu'il devrait avoir à l'échelle européenne une réflexion pour savoir où est la limite raisonnable et que d'encourager plutôt les chaînes de télévision publiques et privées de pouvoir aussi financer d'autres activités sportives. Il y a d'autres sports collectifs ou individuels qui se déroulent dans notre pays et qui ne bénéficient pas de la retransmission qui devrait être la leur pour des grandes manifestations. Donc, il y a aussi ce travail à faire à l'échelle nationale. Comment mettre en avant aussi, quand on voit que certaines disciplines aujourd'hui payent presque pour passer à la télévision. Donc, on peut se poser des questions sur l'égalité entre les différentes disciplines. Donc, ce débat, on doit l'avoir au niveau national, mais aussi à l'échelle européenne. Parce que si on veut, on ne peut pas discuter simplement au niveau de l'Hexagone par rapport à ces problématiques-là. Et voilà, donc c'est un vrai débat qu'on doit avoir sur le devenir du sport. Sur la question du portefeuille, aujourd'hui peut-être que par rapport à l'Angleterre ou à l'Espagne ou à l'Italie, la France ou le consommateur français paye moins cher. Mais en 2020, une nouvelle chaîne va apparaître, Mediapro, qui a racheté les droits pour 800 millions d'euros, une partie des droits de la Ligue 1 et Beansport gardant le reste. Canal+ perdant, justement, de façon historique, Canal+ perdant les droits de la Ligue 1. Ils annoncent qu'ils vont créer une chaîne qui ne va diffuser que du football français, pas d'autres droits sportifs, pas d'autres championnats, que du football français, pour 25 € par mois. Plus Canal+, plus Beansport, plus RMC Sport, plus Eurosport, le consommateur en 2020 devra payer 80 € par mois pour regarder du football. Donc la question nationale et européenne se pose bien évidemment pour le consommateur. Jean-Jacques Lozach. Oui, je veux dire, sur le prix, sur le coût du football à la télé, la question est peut-être beaucoup plus complexe que ce qu'on est en train de dire, parce que regardez ce qui se passe pour la BBC, par exemple. L'offre est totalement gratuite. Et pourtant, la BBC est aussi victime de ce type de piratage, de ce type de contrefaçon. Donc, la chose est très complexe. Mais je voudrais dire que ça nous concerne en particulier comme sénateur, l'État est également lourdement pénalisé dans cette affaire, puisqu'il y a une perte de recettes fiscales et sociales. Les collectivités locales sont également pénalisées, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de villes, et même des villes petites et moyennes, qui investissent, par exemple, pour permettre des retransmissions télévisées dans des conditions satisfaisantes. Par exemple, des éclairages. Et moi, je le vois, par exemple, pour des clubs de Fédéral 1 en rugby, qui bénéficient de retransmissions télévisées. C'est le 3e niveau, c'est mi-amateur, mi-professionnel. Donc vous voyez que dans cette affaire, c'est l'action publique en général qui doit s'impliquer à côté des acteurs privés. Est-ce que, Pierre Lelon, il y a quand même des motifs d'espoir? Est-ce qu'on peut inverser cette tendance? Comment vous voyez les choses? Je le souhaite. Non, il faut qu'on ait une vraie réflexion ensemble. On parlait tout à l'heure effectivement des fournisseurs d'accès. Voilà, il faut se mettre autour de la table, il faut trouver des solutions. Moi, je reste persuadé que sanctionner l'internaute n'est pas une solution. Il faut vraiment aller vers un appauvrissement de l'offre pirate et trouver le cadre législatif qui nous permette d'appauvrir cette offre pirate. Avec les GAFAM qui ont aussi un rôle, une responsabilité. Michel Savin, on évoquait Facebook. Il y a aussi peut-être des pistes qui concernent justement la coercition et la responsabilité des GAFAM. Bien sûr, mais encore, le principe de base, c'est est-ce qu'on peut continuer à accepter faut appeler un chat, le vol de certains contenus. Donc aujourd'hui, quel que soit le support qui est celui qui diffuse ces images, et je crois il y a une urgence aujourd'hui à répondre à cette problématique. Ça en va encore une fois de l'intérêt, bien sûr, des chaînes, mais surtout à notre niveau, du sport au niveau national, professionnel mais amateur. Donc tous les acteurs qui sont concernés, en partant des ligues de football, en passant par bien sûr le Parlement, mais aussi l'ensemble du monde des médias doivent être concernés par cette action. Et on doit
L'urgence, c'est de cibler là où ça fait mal. Et là, je pense qu'on aura fait déjà un bon pas. Les exemples du Portugal et de la Grande-Bretagne sont intéressants. Alors, il y a la réactivité qui doit être prise en compte parce qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe dans un processus qui serait long et qui n'aurait aucune efficacité. Il faut qu'on cible les bonnes actions pour arriver au bon résultat. Avec un colloque la semaine prochaine, Jean-Jacques Lozach, justement autour de ces questions. On a vu ces tables rondes la semaine dernière. Il y a aussi une volonté, je le disais, du Sénat de se saisir de ces questions. En effet, notre commission, la commission culture, éducation, communication, qui intègre le sport, est en train de prendre à bras le corps cette problématique. Parce que je pense effectivement que d'un côté, on a, et c'est vrai, au niveau du football de très haut niveau, un modèle qui est un petit peu, par certains aspects, un colosse au pied d'argile. Car il peut y avoir à un certain moment un retournement de situation, un retournement des marchés. Et puis de l'autre, eh bien, on a le sport de base, on a la pratique amateur qui alimente ce sport professionnel sur lequel reposent ces droits de retransmission télévisée. Donc c'est vraiment l'intérêt de tout le monde de prendre des décisions fortes et notamment des décisions de sanctions. Eh bien, merci à vous Jean-Jacques Lozach, merci Michel Savin, merci Pierre Rondeau, merci à vous Pierre Lelong d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Avant de se quitter, on retourne en séance puisque l'examen de la loi Pacte se poursuit. On retrouve Alexandre Poussard depuis la tribune de presse de l'hémicycle. C'est un petit peu tendu, Alexandre, en séance, et notamment en ce qui concerne la lenteur de la procédure aujourd'hui. Oui Delphine, on vient d'assister à une explication de texte très tendue entre Catherine Fournier, la présidente centriste de la commission spéciale du Sénat, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. En cause, les propos de Bruno Le Maire dimanche dernier sur France Inter, qui a critiqué la lenteur de la procédure législative sur cette loi Pacte, et cela n'a vraiment pas plu à la sénatrice centriste. Écoutez cet échange tendu concocté par Alice Bardot. Je voudrais vous faire part de mon étonnement vous concernant, Monsieur le Ministre. Je viens d'entendre vos propos consensuels à l'écoute des débats parlementaires, toutefois en opposition avec ceux que vous avez tenus ce dimanche sur une radio du service public et que j'ai ressentis comme décourageants, parfois affligeants, mais particulièrement offensants pour la Chambre haute. Comment pouvez-vous affirmer que ce sont les chambres parlementaires, et plus précisément le Sénat, qui empêchent les entreprises de se développer et la croissance de reprendre sous prétexte que la procédure législative serait insupportablement lente et provoquerait le blocage de votre projet de loi? Nous n'avons pas dû écouter la même émission. Je ne me serais jamais permis, surtout à quelques jours d'un examen du texte Pacte au Sénat, d'aller mettre en cause le travail du Sénat. Je pense que ça manquerait et de courtoisie et d'habileté. En revanche, ceux qui me connaissent ici savent que depuis des années, avec beaucoup de constance, je défends une refondation du système politique français et de nos procédures. Et voilà, un climat glacial entre le Sénat et le gouvernement, alors que les sénateurs commencent à peine à examiner les premiers articles de cette loi Pacte. Et je le rappelle, ils doivent examiner plus de 800 amendements en 6 jours. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci.